Tu as un effort à faire sur toi. La maîtrise, elle ne vient pas comme cela toute seule. La maîtrise ne viendra jamais de l'extérieur de toi. Ce n'est pas l'extérieur qui va te donner la maîtrise. C'est l'extérieur qui va t'éprouver pour qu'à l'intérieur de toi, tu retrouves la maîtrise. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir. Nous allons continuer à approfondir cet enseignement et ces deux forces, ces deux courants. Il y a un courant qui densifie tout et qui nous conduit à penser, à voir que nous sommes qu'un corps, et il y a un autre courant de la subtilisation qui, lui, il nous pousse à nous souvenir que nous sommes plus qu'un corps, mais qui nous pousse également à délaisser le corps. Or, nous sommes sur la terre et nous avons un corps. Si nous avons un corps, c'est qu'il y a une raison à cela. Tout dans la nature, et quand je parle de la nature, je ne parle pas seulement de la faune et de la flore et de la nature de la terre, je parle aussi de la nature de l'univers, des étoiles, des galaxies, de l'univers. Dans la nature, tout a un sens, tout est ordonné. On en a conscience ou non, c'est comme cela. Si nous avons un corps, c'est qu'il y a un sens. Ce sens, c'est toi, c'est moi, ce sont des individus qui doivent découvrir quel est ce sens. Si le sens de mon corps et de mon incarnation, j'attends que ce soit quelqu'un à l'extérieur qui me le donne, ça peut m'aider, ça peut me donner des orientations, mais il y a une limite à cela. Non, il n'y a que toi, à l'intérieur de toi, qui peut découvrir profondément et véritablement quel est le sens de ton existence et de ton incarnation. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de méthodes, d'outils à l'extérieur de toi pour te retrouver, te connaître véritablement et profondément. On a toujours besoin d'outils, mais ce qui est à l'extérieur n'est que des outils. Donne un marteau à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, il fera n'importe quoi avec ce marteau. Mais si tu donnes le même outil à quelqu'un qui connaît, qui sait comment on peut utiliser cet outil, il en fera quelque chose. Donne un marteau à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, il va essayer de scier une planche avec. Il n'y arrivera pas. Mais si tu donnes un marteau à quelqu'un qui connaît le marteau, il va savoir qu'il a besoin de clous et il va commencer à construire quelque chose. Toute la différence, elle est là. Tous les outils à l'extérieur de nous sont là. Seulement, il faut savoir comment les utiliser, à quel moment les utiliser. C'est tout. Par exemple, comme outil, il y a la méditation. Il y a l'étude
c'est un outil. Il y a des outils théoriques et il y a des outils pratiques. Il y a une façon de représenter l'homme, c'est cette vision. Un trône, une couronne, et au milieu, entre ce trône et cette couronne, il y a des portes. Ces portes t'emmènent dans des pièces des régions de ton être. Ça, c'est une représentation de ce qu'est l'homme dans sa globalité, l'homme mystique. L'homme à la fois physique et matériel, mais aussi l'homme plus subtil, l'homme spirituel, l'homme divin. Je vous ai parlé donc de deux forces qui sont des courants. L'idée de courant, toujours, comme je vous l'explique, elle est bonne parce que tu peux te faire emporter par ce courant. Il y a un courant qui densifie l'esprit et qui le rend matériel, physique. Et il y a un courant qui spiritualise la matière. La matière vient de l'esprit. L'esprit est l'origine de la matière. Mais de la matière, nous pouvons retourner à l'esprit. On peut retourner à l'esprit et délaisser la matière, la laisser mourir, la laisser retourner à la terre, comme on va laisser un corps nourrir la terre quand nous mourrons et que nous sommes enterrés, comme nous allons laisser un végétal flétrir et pourrir quand c'est le moment et quand il est temps que justement une partie de lui disparaisse, vous voyez. Mais on peut aussi, comme cultiver un lien et ne délaisser ni la matière, ni l'esprit. Souvent, je dis, en ce moment, que c'est un enseignement, c'est une matière. Quand je dis une matière, tu vois, c'est comme le français, les mathématiques, les langues, la biologie, c'est une matière. C'est un enseignement, c'est une matière pour les hommes, les êtres humains, pour les êtres humains, pour qu'ils apprennent une leçon. Cette leçon, c'est qu'est-ce que l'être humain, comment devenir un véritable être humain sur la terre. Le but ultime de l'être humain, c'est effectivement de ne plus être pris dans ce courant de la réincarnation. C'est le but. Oui, c'est vrai. Mais pour atteindre ce but, tu dois t'incarner et te réincarner pour apprendre des leçons, pour maîtriser des matières, pour avoir des diplômes, pour passer des examens de existence en existence. On acquiert une maîtrise. Donc, sur la terre,
Dans ce processus d'incarnation, nous devons cultiver un lien entre la matière et l'esprit, le grand esprit. Je ne parle pas des esprits au pluriel, je parle de l'esprit. Tu dois cultiver un lien. Tu as un corps physique et tu es également une âme. Tu ne dois pas délaisser ton âme pour le corps physique, mais tu ne dois pas aussi délaisser ton corps physique pour l'âme. Tu es sur la terre, tu as un corps, tout ça a un sens plus grand et plus profond. Tu n'es pas sur la terre juste pour vivre dans ton corps, mais tu es sur la terre et tu as un corps. Ça, c'est super important. Tu dois voir ton corps physique, tu dois le reconnaître, tu dois l'accepter, tu ne dois pas le mettre de côté, mais en même temps, tu dois voir que ce qui anime ton corps physique est aussi vivant et même plus vivant que ton corps physique. Mais quand je dis que les mondes spirituels et magiques sont plus vivants que le corps physique et que la matière, beaucoup vont se dire, alors à quoi bon se concentrer sur le corps physique? Et mettons toute notre attention sur les mondes spirituels et magiques. Mais il y a le piège. Il y a un grand piège. Parce que si tu rentres dans ces mondes subtils et magiques sans avoir de corps, tu te fais emporter par les courants. Tu vois la différence entre quelqu'un qui connaît le courant d'une rivière, qui va être sur la rive de la rivière et il va jauger le courant. Et il va se dire, je rentre ou je ne rentre pas. Tu vois là que lui, il a une certaine maîtrise. Il a un choix. Et il prend ce choix. Il le prend. Il prend sa vie en main. Il prend le choix. Il a réellement le choix parce qu'il est sur la rive et il se pose la question. Et pour répondre à cette question, mais il ouvre grand ses yeux physiques. Et il voit le courant. Et il peut aussi utiliser ses oreilles, il peut utiliser son corps physique pour jauger, pour peser le pour et le contre et prendre la bonne décision. Et à côté, il y en a un qui va se mettre à courir et plonger dans la rivière. Et il peut se faire emporter. Je dis bien, il peut. Celui qui a le choix, il peut également se faire emporter. Mais il a un outil, il a quelque chose de subtil, de plus que celui qui plonge sans réfléchir dans la rivière n'a pas. Peut-être que celui qui a plongé dans la rivière, il va s'en sortir. Peut-être que celui qui a le choix ne va pas s'en sortir. Vous voyez, c'est plus riche, plus complexe encore. Le monde, il n'est pas binaire. Mais quand même, mathématiquement, objectivement parlant, scientifiquement parlant, celui qui a le choix, qui se pose la question, qui est dans une interrogation, a un outil de plus que celui ou celle qui, à côté, va se mettre à plonger sans réfléchir dans la rivière. Il y a plus de probabilité que celui qui a le choix s'en sorte que celui qui n'a pas le choix ou qui ne prend pas le temps d'avoir le choix puisse s'en sortir. C'est de la probabilité. Ce sont des maths. La parenthèse est fermée et je répète,
parce qu'on est comme dans une étude et dans un cours. Donc, un cours est fait de répétition et de pédagogie. On est sur la terre. Oui, le but ultime, c'est de ne plus être sujet au cycle de la réincarnation, mais là, maintenant, on est sur la terre et on a un corps physique. Donc, pour atteindre ce but de ne plus être sujet à la réincarnation, on doit maîtriser des éléments, des organes, des outils. On doit comprendre le fonctionnement du monde, de l'univers, à la fois biologiquement, physiquement, mais aussi spirituellement. Et pour cela, l'homme, la femme, l'être humain, qui a un corps sur la terre, doit cultiver un lien entre ce courant qui ramène tout vers le corps, et juste le corps, et qui nous inspire et qui nous murmure dans l'oreille, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a que le corps, et quand tu meurs, il n'y a plus rien. Et l'autre courant qui, lui, te murmure à l'oreille, mais il y a plus important que le corps. Le corps n'est rien. Tout cela est né d'une chute. Nous devons vite nous libérer. Aucun des deux n'a plus raison que l'autre. Les deux ont raison. C'est une vérité. Chacun d'eux, ces courants, dit une vérité. Mais il y a, dans cet exemple, la vérité, et la vérité englobe les deux vérités. La vraie vérité, elle englobe toutes les vérités. Il y a donc un autre courant qui est une respiration. Et l'homme qui s'incarne sur la terre dans un corps doit pouvoir être juste. On va parler un peu de justice ce matin. L'homme doit être juste. L'homme doit être intègre. L'homme doit être droit. L'homme et la femme, hein? L'être humain. Peu importe sa vie. Peu importe les aléas de la vie. Peu importe les événements, les situations, peu importe l'éducation, peu importe le pays, peu importe la nation, peu importe le gouvernement, que ce soit une vraie démocratie ou une fausse démocratie, que ce soit une dictature, que ce soit une royauté, que ce soit un pays capitaliste, un pays communiste, que ce soit un pays musulman, que ce soit un pays chrétien, peu importe la situation. À l'intérieur, l'homme doit être intègre, il doit être droit, il doit être juste, il doit être digne. Il doit faire avec les moyens qu'il a. Et en ce sens, nous sommes tous égaux. Mais tu as tes moyens, j'ai mes moyens, ils, elles ont leurs moyens. Et tu ne peux pas juger, justement, parce que nos moyens sont différents. Nous ne sommes pas nés dans le même pays, dans la même famille, nous n'avons pas eu la même éducation. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc tu ne peux pas juger. Parce que peut-être tu aurais fait moins bien que lui, que elle, si tu avais eu les mêmes conditions qu'il, qu'elle a eues.
Tu aurais peut-être fait moins bien, tu aurais peut-être fait mieux, mais tu aurais peut-être fait moins bien. Tu ne peux pas juger. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de revendications dans le monde. C'est terrible. Terrible. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup de jugements. On va juger nos gouvernements, on va juger la police, on va juger le système de santé, on va juger le système social, on va juger les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on va juger la vie des individus. On juge toujours. On regarde et on critique. Je regarde et je juge moi-même les gouvernements des pays. Et je me dis, j'aurais pas fait comme ceci, j'aurais pas fait comme cela. Mais après, est-ce que je ferais mieux? C'est pas facile. C'est pas évident. Comment tu peux faire mieux dans n'importe quelle situation de la vie? Comment tu peux faire mieux? Tu dois jauger le pour et le contre. Tu dois toujours pouvoir être comme sur la rive d'une rivière et prendre le temps, un minimum, prendre le temps de te dire j'y vais ou j'y vais pas. Tu dois tourner ta langue cette fois dans la bouche. Tu dois prendre ce temps. Ce temps, personne ne va te le donner. Jamais. Et regarde, même le monde te pousse à ne plus prendre ce temps de la réflexion, où tout est de plus en plus rapide, où tu dois aller de plus en plus vite. Tu dois être de plus en plus efficace, de plus en plus parfait, mais en même temps, tu dois être de plus en plus rapide. On te pousse à l'erreur. Il y a un monde qui te pousse à l'erreur, qui te pousse à te précipiter dans tout. Mais tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler, c'est bon, mais c'est aussi bon pour la pensée. Tourne cette fois ta pensée dans ta tête avant de penser. Tourne cette fois sur toi-même avant d'avancer. À l'intérieur de toi, évidemment. Tu ne vas pas tourner cette fois ta langue avant de prononcer une parole. Tu ne vas pas penser, tourner cette fois ton intellect avant de penser. Et pareil, tu ne vas pas te mettre à tourner. Mais c'est l'idée que prends le temps, parce que personne, ce temps, ne va te le donner. Personne à l'extérieur de toi va te permettre de prendre ce temps. C'est toi qui dois le prendre. Saisis le temps. Prends le temps. Ne te laisse pas emporter par le courant. Que ça soit un courant qui te conduit à ne croire que tu n'es qu'un corps ou un autre courant qui va te conduire à être perché, illuminé, à être dans la lune, à être dans les nuages, à être une girouette. Ne te laisse pas emporter. Prends le temps. À partir du moment où tu as pris le temps et que tu as fait un choix et que tu as pris une décision, si tu ne prends pas ce courant, ne regrette pas de ne pas l'avoir pris. Et ne ressasse pas des années et des années à te dire « j'aurais dû prendre le courant ». Et si tu as décidé de prendre le courant et que tu t'es fait emporter, ne regrette pas le choix que tu as pris. Et ne te dis pas pendant des années et des années « j'aurais dû ne pas prendre ce courant ». Ça fait partie de ta vie, ça fait partie de la construction de ton être, de ton identité. Parce que si tu as pris le courant et que tu t'es fait emporter et qui t'a conduit là où tu ne voulais pas aller,
il y a toujours moyen de se rattraper. Il y a une branche, il y a une pierre. Oui, tu vas peut-être te faire mal. Oui, tu vas peut-être te blesser. Mais il y a toujours moyen de se rattraper. Est-ce que tu as perdu du temps? C'est possible. Mais il y a toujours moyen de retourner sur ses pas et de retrouver le chemin. Et si tu n'as pas pris le courant et que tu aurais dû le prendre, ne regrette pas également, parce que il y aura d'autres occasions qui vont te conduire à retrouver ce courant. Et ça sera peut-être un autre courant, mais il te conduira là où tu dois aller. Toujours. Toujours. Et aujourd'hui, il y a des paroles toutes faites et des concepts comme ceux-là, vous voyez, qu'on peut entendre et qu'on peut lire partout. Les erreurs font partie de nous et les erreurs nous construisent et les erreurs, elles sont bonnes aussi. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais il ne faut pas seulement se le répéter. Si c'est vrai, alors ne regrette pas. Vraiment, ne regrette pas les choix que tu as faits. Assume-les. Ça ne veut pas dire de ne pas reconnaître ses erreurs. Quand tu as fait une erreur, tu as fait une erreur. Sois digne, sois juste. Telle est la justice. Quand tu te tiens devant un juge, quand tu te tiens devant la loi, tu as fait une erreur ou tu n'as pas fait d'erreur. Si tu as fait une erreur, accepte que tu aies fait une erreur. Je vais même aller plus loin dans ce qui est de la dignité et de la justice. Si tu as été victime et que c'est l'autre qui a fait une erreur et que toi tu as été victime, ça ne te donne pas le droit. Et ça ne justifie en aucun cas des actes qui sont condamnables. Parce que souvent aujourd'hui on entend quoi? Oui, mais... Et c'est vrai qu'il y a un contexte. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une situation. Et que tu as pu être une victime. Mais les gens qui sont condamnés, bien souvent, sont, avant d'être condamnés, des victimes. Des victimes de la société. Des victimes de leur éducation. Des victimes du monde dans lequel ils vivent. Sois irréprochable le plus possible. Et en toutes circonstances. Donc il y a un courant. Dans ce courant, imaginons qu'on a un microscope et qu'on va zoomer ce courant-là que je vous ai représenté ici. Vous voyez ? Ça, c'est le courant. C'est ce courant, c'est cette voie du milieu. Ce n'est pas une ligne droite. On avance, on se construit comme cela. C'est pas linéaire. Regarde la marche de l'être humain. C'est pas linéaire. Regarde un homme, une femme marcher. Déséquilibre, équilibre, stabilité. Déséquilibre, stabilité. Déséquilibre, équilibre.
Tu comprends? C'est ça la vie. C'est comme cela qu'on avance. Biologiquement, physiologiquement parlant, c'est comme cela qu'on avance. Mais spirituellement parlant aussi, c'est comme cela qu'on avance. Tu dois, à un moment donné, accepter que tu vas être dans un déséquilibre. Mais ce déséquilibre-là, il est pour un moment. Tu dois accepter de rentrer dans l'inconnu. Tu dois accepter que dans ta vie, il y ait des moments qui vont te déstabiliser. Et après, tu te poses. Tu assois les compétences que tu es en train d'acquérir, tu les enracines un peu plus profondément dans ta vie, et de nouveau, tu ne dois pas te satisfaire de ça. Tu dois de nouveau entrer dans l'inconnu et accepter que tu vas être déséquilibré, déstabilisé dans ta vie. Et tu fais un pas de plus, et là tu assois, tu poses les choses dans ta vie. Tu te construis, tu deviens un être digne, responsable. Tu dois faire en sorte que ton déséquilibre ne dépasse pas une certaine limite. Si tu pars là, tu commences à être sérieusement dans le déséquilibre et tu peux tomber. Et tu peux tomber. Si ta vie déborde, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te caches. C'est un critère. C'est juste un critère. C'est un outil qui est à l'extérieur. La communauté, mais la famille, le bureau dans lequel tu travailles avec tes collègues de travail, ton quartier, ta ville, ta cité, ton pays. Tout cela est un miroir de ta vie. Tu ne dois pas regarder comment les autres vivent. Tu dois regarder ce que toi tu émanes et tu dois regarder ce qui sort de toi et va toucher les autres et va te revenir comme un écho. Tu dois accepter ça. Et donc, forcément, des fois, il y a des choses à l'intérieur de toi, ça va déborder. Et si ça déborde, ça va toucher les autres. C'est comme cela. Tu dois accepter que ça touche les autres. Tu dois accepter la réaction des autres. Tu ne peux rien y faire. Et là, je parle pour moi, beaucoup pour moi. Combien de fois j'ai voulu justifier les choses? Combien de fois j'ai voulu expliquer des choses qui ne sert à rien d'expliquer, que j'ai voulu calmer, que j'ai voulu arranger et dire non, mais c'est pas comme ci, mais non, c'est pas comme ça. Tu peux pas, tu dois accepter, je dois accepter la réaction des autres. Parce qu'à partir du moment où tu accomplis quelque chose, ça va avoir des répercussions. Quand tu prends une décision qui est que pour toi, les implications et les répercussions ne sont que pour toi. Tu l'acceptes. Mais quand tu commences à avoir des responsabilités et un rôle à jouer au sein d'une société, au sein d'un quartier, au sein d'une association, au sein d'une entreprise, et que tes décisions et tes choix vont affecter la qualité de travail de l'entreprise ou le rendement, la productivité de l'entreprise, tu comprends? Tes choix et tes décisions vont avoir un impact sur l'association dans laquelle tu es bénévole ou membre.
Tu dois accepter le retour, qu'il soit juste ou non. Tu dois accepter ça. Mais ce n'est pas de ça vraiment que je veux vous parler. C'est je veux te parler de toi, de moi, en tant qu'individu. Tu dois chercher à rester dans un certain cadre. Tu vois, si tu fais ça dans ta vie toujours, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça là, tu t'exposes plus que tu ne devrais. Tu t'exposes à quoi? Au danger, à la maladie. Tu t'exposes, tu te rends vulnérable. Tu dois faire en sorte dans ta vie intime, donc intérieure, à faire en sorte de ne pas t'exposer inutilement. Mais ça, c'est valable physiquement et on le comprend tous physiquement. Mais le souci qu'on a aujourd'hui, nous les êtres humains, pour la plupart, c'est que ça, on ne le conçoit pas, on ne le comprend pas, on ne le pratique pas spirituellement parlant. On pense que parce qu'on ne va pas prononcer la parole, ça va rester dans le cadre. On pense que parce que je ne vais pas accomplir un acte, ça va rester dans le cadre. Je te garantis que ça ne reste pas dans le cadre. Tu as envie de claquer quelqu'un, mais vraiment tu as envie de l'attraper et de le secouer violemment et de lui mettre une baffe. Tu le penses. Tu l'imagines, mais tu ne vas jamais passer à l'acte, tu vas te dire « c'est bon, je suis resté dans le cadre ». Je te garantis que non. Tu t'exposes. Pas dans le même monde, mais tu t'exposes. Dans le monde physique, là, tu mets une baffe. Tu accomplis un acte. D'accord? Ici, tu prononces une parole. Plein de choses. Ici, tu vas serrer le poing, tu vas serrer les dents. Tu n'as rien dit, mais ton corps t'a trahi. Ton corps a parlé pour toi. Ton regard va changer. L'expression de ton visage va changer. On le comprend tout ça. Quand il est question justement de la vie matérielle et physique. Tu es sorti du cadre. Serrer le poing, c'est mieux peut-être que de prononcer une parole. Prononcer juste une parole, c'est mieux peut-être que accomplir un acte. Oui, mais quand même, ce sont des étapes, des processus. Tu vas d'abord serrer le poing, un jour. Un autre jour, tu vas prononcer une parole. Parce qu'il y a un monde qui t'accapare, il y a un monde qui te presse, il y a un monde qui te pousse à l'erreur. Et après, tu vas passer à l'acte. Mais tu vas passer à l'acte. Ce n'est pas forcément une baffe que tu vas lui mettre. Tu vas passer à l'acte, tu vas peut-être, par exemple, te dire « j'en ai marre, mais vraiment j'en ai marre, c'est fini, je pars ». Tu vois, ce n'est pas forcément une interaction violente de colère et où, en fait, compte, tu vas blesser quelqu'un. Tu peux te blesser toi-même. Tu as envie de rester dans cette entreprise, elle t'épanouit, mais il y a un collègue de travail qui est insupportable. Et tu dis « je pars ». Pourtant, c'est ton entreprise, c'est ton bébé. Tu la trouves belle, cette entreprise-là. Et tu pars. Mais tu te blesses toi-même. Que tu blesses l'autre, que tu te blesses toi-même, c'est pareil.
Donc, ce qu'on reconnaît, ce qu'on comprend, ce qu'on accepte dans le monde physique, c'est exactement aussi valable que dans les mondes spirituels. Seulement là, ça ne va pas être un acte, ça ne va pas être une parole, ça va être une volonté. Une volonté. Ça va être un sentiment. Ça va être une pensée. Quand tu sors là physiquement, on te voit. Si moi je commence à serrer le poing, à serrer les dents, tu vas sentir que tu commences à m'irriter. Tu vas le voir avec tes yeux physiques. Parce que, ici, ça sort de moi. Mais quand tu penses, c'est d'autres êtres, avec d'autres sens, qui vont te voir. Quand tu sens, c'est d'autres êtres, avec d'autres sens, qui vont te voir. Quand tu veux, c'est pareil. C'est pareil. Là, c'est de la théorie. Imaginons, on est dans une classe. Et si vous l'acceptez, juste là pour quelques minutes, je suis comme votre professeur. Vous êtes assis, vous écrivez un cours, c'est de la théorie. Maintenant, après, vous sortez du cours et vous pratiquez. Vous pratiquez. Et vous affinez. Même vous pouvez, en tant qu'élève, avoir des compréhensions plus grandes que votre professeur. Pour ça, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Comment on pratique ? Il faut d'abord se le répéter. Si, instinctivement parlant, vous adhérez, vous êtes d'accord, pas forcément sur tout, mais vous êtes d'accord sur les grandes lignes de ce que je transmets. Alors, vous sortez du cours et vous vous dites, ça a du sens. Et vous essayez de vous souvenir des paroles qui ont été dites, qui pour vous ont du sens. Et vous allez les répéter. Ça, c'est l'origine des mantras en Inde. Parce que vous allez répéter. Attention, il ne faut pas que justement ça devienne machinal, inconscient. C'est le piège du mantra. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une inconscience et on va, vous voyez, tourner des moulins, où on va tourner des mantras, des paroles. C'est pas bon. Tourner sa langue cette fois dans la bouche, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que tu prononces une parole. C'est-à-dire, il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu fasses un choix. Si tu fais toujours tourner ta langue dans ta bouche sans jamais rien prononcer, ça ne marche pas. Si tu es toujours en train de réciter des mantras sans agir, sans accomplir un acte, quelque chose, ça ne marche pas. Donc tu dois toujours être dans cet équilibre de la réflexion et de l'action. Donc tu répètes, ok, mais après, forcément, ça va t'amener à une autre étape. Tu dois essayer. Et tu dois accepter que tu vas te tromper, tu dois accepter que tu vas te faire mal. Tu dois accepter que tu vas tomber. Mais tu dois essayer. Il y en a, ils essayent une fois. Il y en a, ils ont tout prévu dans leur tête. C'est incroyable. Et tout est parfait. Mais c'est toujours tout parfait dans sa tête.
Tu te mets en situation, tu as un entretien d'embauche ou tu as une conversation là que tu vas avoir avec quelqu'un, et tu te fais le film dans ta tête avant que ça arrive et c'est parfait. C'est parfait. Mais quand après tu es en face, ça se passe rarement comme tu l'avais prévu. Et tu dois accepter ça. Il y en a, ils ont tout prévu dans leur tête, à la moindre difficulté, ils abandonnent. C'est terrible. Et ils se disent, c'est un exemple cliché, mais c'est un exemple extrême parce que nous sommes dans un cours et que c'est une pédagogie. Donc je donne des exemples extrêmes. Mais ils vont se dire, je me suis trompé, ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, c'est que sûrement je me suis trompé. Et ils sont des girouettes, parce qu'ils sont dans leur tête, ils calculent tout, ils pensent tout est parfait là, tout est parfait dans ce monde spirituel. Et du coup, quand ça ne se passe pas concrètement et physiquement comme eux, ils l'avaient imaginé, ils se disent, c'est pas la voie, c'est pas la bonne voie. Ils disent, donc je vais ailleurs, je prends une autre direction. Et là, ils vont en fait rencontrer le même problème, sous un autre angle. Quand tu es dans un cours de mathématiques, on t'apprend une formule mathématique, et après cette formule mathématique, on te donne des problèmes à résoudre. C'est pas moi qui l'invente. On te donne des problèmes à résoudre. Et caché dans le problème à résoudre, il y a toujours la même formule mathématique. Tu l'as apprise. Et tu vas en fait compte résolver un problème, mais on va t'en donner un autre. Et c'est une autre histoire. Alors au départ, c'est une histoire de billes, après ça va être une histoire de gâteau, et après ça va être une histoire, tu vois, de voiture. Et c'est toujours le même problème, avec la même formule mathématique à retrouver, mais à adapter selon la situation. Un homme et une femme se marient, ils décident de construire quelque chose ensemble. Encore une fois, c'est un cliché, c'est quelque chose d'extrême. Hein. Mais ils vont commencer à évoluer l'un l'autre et à changer. Ils changent, on change tous. Et ce qui les avait unis au départ, ils n'arrivent plus à le retrouver après. Des fois, c'est bon de se séparer. Mais ça arrive que les hommes et des femmes se séparent pour pas grand-chose, en fait. C'est triste, hein, mais ça arrive que les hommes et les femmes se séparent pour pas grand-chose. Et ils vont se dire, ce n'est pas la bonne, ce n'était pas le bon. Alors je vais voir ailleurs, je vais trouver mon âme sœur. Mais tu vas rencontrer les mêmes problèmes. Tu vas rencontrer les mêmes problèmes. Mais à un moment donné, effectivement, peut-être que tu as trouvé vraiment la bonne, parce que quand tu vas rencontrer les mêmes problèmes avec cette personne-là, là tu vas résoudre le problème avec cette personne. Et effectivement, peut-être que tu ne pouvais pas le résoudre avec ton ancien conjoint, ton ancienne épouse. Et avec la nouvelle ou le nouveau, effectivement, tu vas le résoudre. Ok, mais tu comprends ? Il y en a, ils veulent fuir des situations. Ils vont partir dans un autre pays, ils vont se dire c'est mieux ailleurs, mais ils vont rencontrer les mêmes problèmes. Parce que c'est des situations universelles que tout le monde rencontre. Que ça soit dans un couple, dans une entreprise, dans une famille, en amitié. Tu retrouves ça partout parce que tu le portes à l'intérieur de toi. Tu penses que parce que tu vas changer de pays et tu vas traverser une frontière, le problème il va rester dans le pays. Mais non, c'est un problème que tu portes toi, donc tu le prends dans tes bagages. Le problème n'a pas de passeport. Il n'y a pas de problème de frontière, le problème. Il va te suivre parce que c'est un esprit. Donc il va te suivre parce qu'il y a un lien. Tu dois accepter
que tu vas te tromper. Et ce n'est pas parce que tu t'es trompé que tu es sur la mauvaise voie. Qu'est-ce que c'est un maître? C'est quelqu'un qui n'a rien lâché. Il s'est trompé. Mais il ne s'est pas dit, parce que je me suis trompé une fois, deux fois, trois fois, que je suis dans l'erreur et que ce n'est pas la bonne voie. Il s'est démené. Il s'est dépassé. Il a traversé des obstacles. Il s'est engagé. Mais tu prends ça pour toutes les situations de ta vie. Tu veux apprendre la musique, tu veux apprendre un art, tu veux apprendre un savoir-faire, tu veux maîtriser un savoir-faire. Tu veux apprendre à jongler, tu veux apprendre à faire du vélo, à faire du monocycle. Tu veux apprendre un métier, le jardinage, la menuiserie, la construction, la vidéo. Tu dois te démener. Tu as un effort à faire sur toi. La maîtrise, elle ne vient pas comme cela toute seule. La maîtrise ne viendra jamais de l'extérieur de toi. Ce n'est pas l'extérieur qui va te donner la maîtrise. C'est l'extérieur qui va t'éprouver. Pour qu'à l'intérieur de toi, tu retrouves la maîtrise. Mais on attend qu'on nous offre les choses. Mais c'est une malédiction que d'offrir à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas acquis à l'intérieur de lui par lui-même. Le loto, ça peut être terrible. Gagner des sommes incroyables d'argent sans avoir fait l'effort de l'acquérir peut être, je dis bien peut être, une malédiction. Quand tu acquiers quelque chose comme cela, par la chance ou peut-être parce que tu es, par l'héritage que tu as de tes vies passées ou de ton éducation, de ta famille, c'est bien. Mais quand c'est toi qui l'as acquéri, à la sueur de ton front, ça a beaucoup plus de valeur. Un héritage qui t'est légué de ton père, de ta mère, de ta famille, tu peux passer à côté de la... Ça a autant de valeur, hein, mais tu peux passer à côté de cette valeur. Mais quand c'est toi, vraiment, qui as sué, qui t'es démené, quand tu acquiers le retour, tu connais la valeur des choses. Sinon, il y a une autre façon de reconnaître la valeur des choses, c'est quand tu les perds. Là, l'héritage que tu as reçu, tu n'as pas saisi la valeur de l'héritage. Tu n'as pas fait l'effort de l'acquérir. Il t'est revenu par lien du sang, de la famille. Mais si tu le perds, tu vas te rendre compte de la valeur que cet héritage portait. Il y a deux chemins. Soit tu te rends compte de la valeur des choses en les perdant, soit tu te rends compte de la valeur des choses parce que en fait, tu t'es démené. Démené. C'est ça la maîtrise. Donc, dans les dernières conférences que j'ai faites, je vous ai parlé de l'œuvre et de la prière. Et je vous ai expliqué, à travers certaines images, que c'était en fait un cercle vicieux. Tu vois, le cercle contre-vertueux, tu es dans une spirale infernale. Tu le vois, ça? Parce que donc tes actes
vont justifier, on parle de justice, les mondes qui t'ont inspiré, tu vas donner de la force à ces mondes spirituels, à ces esprits, et là les esprits au pluriel, tu vas leur donner de la force pour qu'ils continuent à t'inspirer et qui te poussent encore à accomplir un acte. Tu rentres dans un rythme de vie, tu rentres dans des habitudes de vie, et quand ça fait des années et des années et des années que tu es dans ces rythmes et dans ces habitudes, que tu vois le monde d'une certaine manière, c'est très difficile d'en sortir. Tu es dans un cercle, dans une spirale infernale. Mais ce qui est valable pour le vice est également valable pour la vertu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Quand tu es dans une spirale de drogue, c'est physique. Je prends encore une fois un exemple extrême et physique. Tu commences un peu, tu as encore ce choix de dire j'arrête ou pas. Mais tu continues à en prendre. Tu continues à en prendre. Tu vas commencer à voir le monde d'une certaine manière. Tu vas entendre des choses d'une certaine manière. Tu vas commencer à te défaire de certains liens d'amitié que tu avais. Et tu vas commencer à avoir d'autres amis qui ont la même discipline de vie, la même qualité de vie, qui ont les mêmes rythmes, les mêmes habitudes. C'est une harmonie. Tu vois l'harmonie en musique? L'harmonique, l'harmonie, c'est pareil. Qui se ressemble, s'assemble. C'est pareil. Ton cercle d'amis qui consomment ne va pas t'aider à arrêter de consommer. Au contraire, va, sans même en parler, juste en accomplissant un acte. Il n'y a pas à parler des fois. Juste en accomplissant un acte. Va t'inciter à continuer. Il y a un esprit qui l'anime, et c'est le même esprit qui t'anime. Ou sinon, ce sont des esprits qui sont en affinité, qui sont en partenariat, qui sont en train, en fait, d'être en association et qui ont un projet commun. Des fois, la tristesse peut avoir un projet commun avec la jalousie. Tu es triste, tu vas t'approcher de quelqu'un qui est jaloux, et en fait, vous allez vous comprendre. Et ta tristesse, tu vas la partager avec celui qui est jaloux, et celui qui est jaloux va partager sa jalousie avec toi. C'est également valable pour les vertus. Et plus tu as une discipline de vie qui appelle des esprits, plus les esprits vont vivre avec toi. C'est-à-dire qu'au début, tu tombes, au début, tu te trompes, au début, tu te fais mal. Mais après, tu joues du piano, tu ne réfléchis plus. Tu commences à avoir des automatismes. Tu te drogues, tu as des automatismes. Au début, tu ne sais pas trop. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui se passe. Tu es hésitant. Après, tu maîtrises. Tu maîtrises le processus. Pour les jeunes qui roulent le cannabis, au départ, tu ne sais pas rouler le cannabis. Tu ne sais pas rouler une cigarette, même juste parlons du tabac à rouler. Tu ne sais pas rouler une cigarette, mais après, tu sais la rouler. Après, tu sais la rouler, bien la rouler. Après, tu vas savoir la rouler dans n'importe quelle situation. Après, tu n'as pas forcément tous les outils, mais tu vas trouver des substituts. Tu vas commencer à réfléchir, à avoir des idées. Mais qui t'inspire? Tu n'as pas la cuillère, tu n'as pas l'élastique pour te piquer, t'as pas, ou tu es alcoolique, tu n'as pas d'alcool.
tu trouves des solutions. Tu vas en pharmacie, tu prends de l'alcool à 90, il y en a, ils en sont là. Ils n'en peuvent plus. Ils boivent de l'alcool à 90. Il y en a, ils vont remplacer, je ne sais pas ce qu'ils mettent, là je ne suis pas un spécialiste, et justement, je n'ai pas envie d'être un spécialiste. Mais il y en a, ils vont trouver des substituts. Là, tu n'as plus rien physiquement pour pouvoir accomplir l'acte. T'inquiète pas que lui en haut, il va te trouver les solutions. Il va te dire, mais la pharmacie, mais tel médicament, tu le mélanges avec telle chose. Qui est le premier homme à avoir trouvé dans le commerce une substance qui pouvait remplacer une drogue? Prenons une drogue, prenons le premier individu qui a trouvé. Comment il a trouvé? Comment il a trouvé? C'était peut-être un chimiste, donc il avait déjà une certaine éducation. Mais qui l'a inspiré à se dire, mais en fait, ça t'est jamais arrivé ça? T'es là, tu vis, et tu te dis, mais j'avais jamais pensé à ça. Mais en fait ça, hop, je peux faire ça. Et tu as une idée de génie. Mais qui a eu le premier cette idée? C'était là. Il est dans la chimie. C'est un chimiste. Il baigne dedans. C'est son métier. Mais un jour, tu comprends? Qui l'a inspiré? Il y a bien un premier homme qui a eu une première pensée. Qui a inspiré cet homme, cette femme? Donc, t'inquiète pas qu'en haut, on te trouvera une solution pour qu'en bas, tu puisses accomplir l'acte qui assoit ta dépendance. Parce que je parle de drogue, mais prenons l'exemple du café. Hein? Prenons l'exemple du café. Quand tous les matins, tu as l'habitude de boire ton café, c'est tous les matins, tu te lèves, tu as un rituel. Le rituel de la cigarette aussi. La cigarette avec le café, la cigarette après le repas, ça m'aide à digérer, tu comprends, tu te trouves plein de choses. Moi je me souviens, j'avais une amie de ma maman qui voulait arrêter la cigarette. Elle me disait que pour arrêter la cigarette, il fallait qu'elle ait quelque chose entre les doigts. Parce que son corps avait nourri une mémoire corporelle. En fait, il y avait toujours une cigarette entre les doigts. Et elle arrêtait, et là, elle avait un manque. C'était même pas seulement le manque de la fumée que tu aspires, et puis la drogue et la nicotine qui te rend dépendant. C'est le manque de l'habitude d'avoir quelque chose dans les doigts. Alors, elle avait une sucette. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils arrêtent de fumer, ils prennent une sucette, ils mettent quelque chose, ils mangent un bonbon, parce qu'ils ont aussi l'habitude d'avoir la cigarette dans la bouche. Un acte que tu accomplis pendant des années et des années devient inconscient, il fait partie de toi, tu n'y penses plus. Tu n'y penses plus. Tu n'as même plus de pensée. Tu ne penses plus à ça. Ça devient juste animal. Tu as besoin d'avoir quelque chose là, entre les doigts. Des habitudes, c'est aussi valable pour les vertus. Ça marche pareil pour les vertus. Au départ, tu vas dire la joie. Ça va être fébrile. Tu ne vas pas savoir. Mais à force de répéter. La joie, tu vas l'exprimer. Des fois, tu seras triste à l'intérieur de toi, mais tu vas exprimer la joie. Pas dans quelque chose de faux. Tu vas essayer de voir le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Qu'est-ce qui te rend triste? C'est une situation. Peu importe la situation. Tu vas voir cette situation comme tu vas voir que le verre, il est à moitié plein. Tu vas te dire, il aurait pu à moitié vide, il aurait pu être plus plein. Et tu vas être triste.
Donc la joie, ce n'est pas d'être toujours joyeux. Je suis joyeux, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Et à l'intérieur de toi, ça va très mal. C'est pas ça. C'est que des fois, ça va pas, et c'est vrai que ça va pas, mais tu vas essayer de voir la situation sous un autre angle qui va te dire, ça pourrait aller pire encore. Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait aller pire. Tu vas relativiser. Tu comprends? Relativiser. Au lieu de partir là, comme ça, trop loin, tu vas relativiser. Tu vas, ok, je me recentre, je me pose, je relativise, je deviens objectif. Et donc, la joie, tu vas répéter. Tu ne vas pas mettre juste un masque de la joie. Tu vas avoir des événements dans ta vie qui vont te rendre triste. Tu dois traverser cette tristesse. Et tu dois voir que derrière, il y a de la joie. Les nuages sont gris et il pleut, tu dois traverser les nuages. Si tu traverses les nuages, tu vois que le ciel, il est bleu. Le soleil, il est là, il brille. Tu dois traverser la tristesse comme on peut traverser les nuages et la pluie. Et même des fois, la pluie, elle est très, très bénéfique. Être dans la joie, c'est reconnaître que des fois, il est bon d'être triste. Du coup, tu es triste et tu es joyeux, joyeuse d'être triste. Ah. Et donc tu répètes, et à un moment donné, tu commences à voir le monde d'une certaine manière. Et tu vas plus souvent voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Parce que c'est un autre esprit là qui commence à t'influencer et à t'animer. Il y en a, ils ont tout, mais ils sont toujours malheureux. Il y en a, ils vivent dans un cadre de vie idyllique, un paradis sur terre. Et ils sont malheureux. Il y en a, ils vivent dans des décharges. Des décharges. Il y en a, ils vivent dans des immeubles, dans des HLM, dans des banlieues, où la vie, elle est dure. Et ils sont heureux. Pas heureux de vivre là où ils sont. S'ils pouvaient partir, ils partiraient. Mais ils sont heureux. Et ils ne se victimisent pas. Donc tu vois le monde, tu commences à voir le monde, ça commence à devenir naturel. Ça commence à devenir naturel. Et là, tu es dans un cercle vertueux. Tu rentres dans un courant vertueux parce que tes actes vont plaire à l'esprit de la joie. Et l'esprit de la joie va se dire, il me plaît celui-là, celle-là. Je vais passer un peu de temps avec lui. Et là, tu tisses un lien d'amitié. C'est beau l'amitié entre nous, les êtres humains, mais c'est tellement fragile. L'amitié avec l'esprit de la joie, c'est solide. Quand la joie t'accepte comme ami, tu peux compter sur elle. Voilà ce cercle, ce courant dans lequel tu dois rentrer. Ça ne veut pas dire que tu vas être à l'abri de l'épreuve. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas être à l'abri des difficultés, même au contraire. Et je finirai là-dessus. Bien au contraire. Parce que le vice, lui, il vient te voir sans que tu l'aies appelé. Mais la vertu, elle est délicate, elle est timide, elle est polie, elle est très respectueuse. C'est-à-dire que tu fais n'importe quoi dans ta vie, elle ne va pas venir et te dire « écoute, là tu fais n'importe quoi », elle ne va pas te prendre comme cela et te dire « stop maintenant », elle ne va pas t'enfermer. Et donc c'est beaucoup plus facile de rentrer dans cette spirale contre-vertueuse, dans ce cercle vicieux, que de rentrer dans un cercle vertueux.
Et même quand tu es dans un cercle vertueux, c'est plus facile que le vice rentre de nouveau parce que lui, il est brutal, lui, il bouscule, lui, il n'en a rien à faire. Donc il va s'immiscer. C'est plus facile pour le vice de rentrer dans un cercle vertueux à travers toi. Hein. Jamais la tristesse ne peut s'approcher de la joie. Jamais. C'est impossible. Par contre, à travers l'homme, la tristesse, elle peut rentrer et te faire sortir de ce cercle vertueux. Elle peut rentrer en toi. Mais si toi, tu incarnes la joie, mais absolument la joie universelle que tu l'incarnes, là, jamais la tristesse elle peut s'approcher de toi. Tu oublies même ce que veut dire le mot tristesse. Tu incarnes l'amour. Tu oublies le mot, le sens du mot haine, guerre. Tu ne peux pas le concevoir. On te parle de la guerre, tu te dis, mais c'est quoi? C'est quoi? Tu ne peux pas le saisir et le comprendre. Maintenant, tu es dans un cercle vicieux. Là, ça va être difficile pour la vertu de rentrer à l'intérieur de toi et de venir te chercher. Tu vois la différence? Tu es dans un cercle vertueux, le vice, lui, il rentre. Il va chercher une faille pour rentrer. Et à l'inverse, si tu es dans un cercle contre-vertueux, la vertu, elle ne va pas forcément chercher à te récupérer. D'où la discipline. D'où une discipline de vie. Qu'est-ce que c'est une discipline de vie? C'est un rythme, c'est des habitudes que tu as décidé de tenir. C'est ça une discipline. Mais la discipline, c'est ta vie. Par exemple, être irréprochable. De tout faire pour être irréprochable. Peu importe en face de toi qui c'est. Un voleur, ne sois pas voleur. Ne te dis pas je peux voler parce que lui c'est un voleur. Ne te dis pas je peux le voler parce que lui il vole. Non, sois toi irréprochable. Et ne justifie pas tes faiblesses parce que les autres sont faibles. Ça c'est la discipline. Tu vois la discipline? C'est pas le jeûne, c'est pas d'être enfermé dans une grotte, c'est pas ça la discipline. La discipline c'est au quotidien. Au quotidien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Tout le meilleur à chacun de vous. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.